bonsoir à tous. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI 1. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de la CEDEAO, une décision prise par les chefs d'État et de gouvernement lors du 66e sommet de l'organisation ouest-africaine tenu ce dimanche au Nigeria. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir à partir du 29 janvier prochain. Et puis la communauté ariste de Songon-Kassemblé a célébré avec ferveur la dédicace de son temple baptisé l'Arche de Noé en présence du Premier ministre Robert Beugri-Mambé, un édifice majestueux, fruit de 17 années de persévérance qui symbolise la foi et l'unité des fidèles. Enfin, c'est une cité en quête de renouveau. Le quartier de 220 logements dans la commune d'Adjamé se refait une toilette. Depuis quelques mois, les 5 tours qui faisaient par le passé la fierté des habitants retrouvent des couleurs. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, le président Alassane Ouattara a pris part ce dimanche à la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au Nigeria. Différents dossiers ont été examinés au cours de cette rencontre, dont l'évolution du processus de lancement de la monnaie unique l'ECO, le processus de transition en Guinée et le dialogue engagé avec les 3 États du Sahel souhaitant se retirer de l'organisation. À ce sujet, la conférence des chefs d'État a pris bonne note de la décision des pays membres de l'AES de se retirer de la CEDEAO. Reportage Mahama Traoré. À la présidentielle Villa, le président Alassane Ouattara a rejoint ce dimanche ses pairs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le 66e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale. Les sujets examinés sont aussi variés qu'importants. L'enjeu est de pouvoir poursuivre la marche initiée depuis 1975 par les pères fondateurs dans le but d'une intégration réussie des États membres. Selon le rapport dressé d'entrée de jeu par le président de la commission de la CEDEAO, la zone devrait maintenir son embellie économique en 2024. Alors que la croissance économique mondiale a ralenti à 3,2% cette année, les pays de la CEDEAO devraient atteindre un taux de croissance légèrement amélioré de 3,8% contre 3,6% en 2023. Toutefois, l'inflation reste une préoccupation importante. Dans le huis clos qui suit l'ouverture des travaux, la conférence décide d'aborder les sujets brûlants, notamment la décision de retrait de l'Union formulée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le maintien de cette décision, malgré les tentatives de médiation, ne laisse pas d'autre choix à la CEDEAO. La conférence reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, ces 3 pays seront officiellement des membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays. Pour sa part, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, appelle à préserver l'esprit d'unité au sein de la sous-région. Fait notable à retenir de ces assises, le Nigeria a reversé l'entièreté des ressources collectées au titre de prélèvement communautaire de l'exercice 2023 dans les caisses de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, par la voix de son président de la République, s'est engagée à faire pareil, soulignant que le mécanisme de prélèvement communautaire vise à financer les activités de l'institution sous-régionale. Et puis, comme vous le constatez sur ces images, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan ce soir. Le chef de l'État ivoirien, faut-il le rappeler, était à Abuja, au Nigeria, où il a pris part au 66e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Le vice-président et le Premier ministre étaient à l'aéroport pour l'accueillir. Parlons religion à présent. La communauté ariste de Songon-Kassemblé, située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, a célébré avec ferveur la dédicace de son temple baptisé l'Arche de Noé, un édifice somptueux, fruit de 17 années de persévérance qui symbolise la foi et l'unité des fidèles. Invité spécial de cette cérémonie, le Premier ministre Robert Beugri-Mambé a salué l'apport de l'Église dans la construction sociale et spirituelle de la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bango. C'est une journée mémorable pour la communauté de Songon-Kassemblé, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Après 17 ans d'efforts, le temple l'Arche de Noé de l'église du Christ, mission Ariste, dite église Ariste, ouvre enfin ses portes. Une cérémonie grandiose marquée par des chants et prières.
témoignage d'une foi inébranlable et d'une œuvre collective accomplie. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Ce temple nous est disponible. Nous bénissons son nom et qu'il fasse que ces âmes qui vont venir prier dans ce temple puissent retrouver le désir de leur cœur. C'est une journée de reconnaissance. Dieu, on ne le verra pas. On ne verra pas Dieu, mais il agit en nous. On sent sa présence par faisant du culte. Comme l'arche de Noé, ce temple est vu comme un refuge spirituel pour ceux qui recherchent la paix et la communion avec Dieu. Le patriarche Nangui Faustin a appelé le peuple de Dieu à une vie de prière et d'adoration, insistant sur la portée spirituelle de ce nouveau lieu sacré. Dieu veut venir habiter avec nous. Et ce matin, à travers le temple, il vous dit qu'il je suis déjà avec vous. Et c'est ça le symbole de ce temple que nous venons de dédicacer. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient nos erreurs et nos fautes, il est un Dieu d'amour. Nous espérons que les prières que nous lui avons adressées, pas pour nous seuls, mais pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que Dieu ait toujours sa main sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et que ce qu'il a prévu, qu'il le réalise en son temps, que le nom de Dieu soit béni à jamais, et que l'église de Son Assemblée soit un lieu de refuge pour tous ceux qui seront dans le besoin. Invité spécial à cette cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'importance de l'Église dans la construction de la Côte d'Ivoire et son rôle dans le maintien des valeurs de paix et d'unité. Le meilleur temple que nous pouvons offrir à Dieu, c'est d'offrir notre cœur pour que Dieu y réside, afin que nous soyons en communion parfaite les uns avec les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Un temple majestueux pour une foi toujours vivante. L'arche de Noé reste désormais un lieu de rassemblement et de communion pour les fidèles haristes, un symbole d'espérance pour les générations à venir. Direction le nord-est de notre pays pour parler développement. Le Conseil régional du Gontougo a tenu sa dernière session ordinaire pour l'année 2024 le vendredi dernier. Au cours de cette rencontre, son président, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a annoncé que plusieurs investissements seront faits l'année prochaine pour accélérer le développement de la région. Le budget primitif de l'exercice 2025 a été également présenté. Herman Nyamia. L'année 2025 s'annonce sous de bons auspices pour la région du Gontougo. Des investissements importants seront faits au bénéfice des populations. C'est ce qu'a annoncé le président du conseil régional à cette dernière session ordinaire de l'année 2024. Qu'on construise 2 écoles dans chaque département et un centre de santé. Nous avons prévu 88 millions pour la réhabilitation du lycée de Bondoukou. Au niveau de Tabang, nous allons construire également un foyer de jeunes de 200 places. Nous avons acheté 4 doubles cabines d'achat de motos et de tricycles pour nos populations, 309 millions. Achat de matériel divers, 203 millions. Au total, 26 projets pour un montant de 2 milliards de francs CFA acquis sur fonds propres et de dons divers lui ont été octroyés pour des réalisations qu'il juge indispensables. Après l'agropole du Bélier, l'agropole du Nord, c'est maintenant l'agropole du Nord-Est qui est composée de Bouna et de Bondoukou. Je vais parler des régions. Et pour le moment, nous avons dans la cagnotte 164 milliards de francs CFA. En 2025, nous viendrons pour le lancement de cette agropole. Kobena Kwasi Adjoumani a souligné que le conseil Coton Anacadre a également investi et continuera de participer à la construction de centaines de forages, d'écoles et de logements dans les villages de la région. Lors de cette session, le budget primitif du conseil régional du Gontougo pour l'exercice 2025 a été présenté. Il s'élève à 3 milliards 78 millions 260 000 francs CFA avec 1 milliard 184 millions 856 000 francs CFA pour le fonctionnement et pour les investissements 1 milliard 184 millions 856 000 francs CFA. Le clou de cette session a été la remise d'une ambulance ultramoderne au centre hospitalier régional de Bondoukou, don du président de la République Alassane Ouattara.
Et puis la 3e édition du concours Tremplin Start-up qui récompense les jeunes entrepreneurs pour leur esprit de création et d'innovation vient de s'achever sur le thème marketing créatif et digital au service des industries culturelles et créatives. La Côte d'Ivoire s'est tirée d'affaire avec le premier prix régional. Il a été remis par la ministre de la Culture et de la Francophonie à la cérémonie officielle de récompense des lauréats nationaux de ce concours initié par l'UEMOA. Compte rendu, Léon Brou. Artisane céramiste, sa start-up fabrique des carreaux aux motifs décoratifs traditionnels mettant en lumière la culture ivoirienne. Claudia supplante 287 start-up de l'espace communautaire, dont 29 ivoiriennes, et se hisse premier prix régional Tremplin Start-up UEMOA 2024. C'est vraiment un très gros coup de pouce. Ce prix-là nous permet de passer à échelle et vraiment encore envoyer loin la valorisation de la culture africaine via la céramique. Emploi jeune et croissance économique, but du concours Tremplin Start-up UEMOA. L'organisation sous-régionale, par la voix de son commissaire Paul Kofi et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, organisatrice de cette 3e édition du concours, appelle à l'accompagnement des lauréats nationaux. Nos lauréats ont démontré leur potentiel et leur capacité à innover. Ils ont besoin de votre confiance et de votre accompagnement financier pour transformer leur succès d'aujourd'hui en réussite durable. Un appel appuyé par le ministre de la Transition numérique et de la Culture au regard de la force de la culture et du numérique à transformer l'économie. Mon département ministériel a intégré cette nouvelle donne digitale qui est un atout pour notre secteur au bénéfice des entrepreneurs et acteurs culturels. Nous devons donc veiller ensemble à ce que les plateformes numériques et l'innovation se développent avec des garde-fous éthiques, solides, pour que ne disparaisse pas la véritable créativité. Le marketing créatif au service des industries culturelles et créatives, thème de la 3e édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, plus de 15 lauréats nationaux, dont le premier prix d'excellence, également premier prix régional au prix Diamant, représente 15 millions de francs CFA. Une question pour continuer ce journal. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement en matière de lutte contre l'incivisme routier dans le but de réduire les accidents de la route? Réponse avec M. Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation, qui était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h. Voici donc un extrait de son intervention. Au regard des constats qui ont été faits, je crois en 2021, on avait atteint un pic quand même de près de 1600 tués sur nos routes. Donc l'État a adopté en juillet 2021 une stratégie nationale de sécurité routière de sorte à pouvoir diminuer le nombre d'accidents et le nombre de tués sur la voie, sur les voies publiques ouvertes à la circulation. Et quel est le bilan de cette stratégie? Aujourd'hui, le bilan qu'on peut dresser, nos chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à fin 2024 à environ 1000 tués. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, mais au regard des objectifs qui étaient fixés, puisqu'on avait dit de 2021 à 2025 une baisse de 25%, et de 2025 à 2030 une baisse de 25% encore, de sorte à ce qu'en 2030, on soit à 50%. Mais les chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à 60%. Donc ça veut dire que nous avons atteint nos objectifs, on a encore fait mieux, mais toujours est-il qu'une seule personne tuée sur nos voies, c'est quelque chose à interpeller. Et comme votre reportage l'a montré, le paradoxe, c'est que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il construit des routes de sorte à ce que nous puissions nous déplacer. Malheureusement, ces routes-là, à l'usage des conducteurs qui ne sont pas prudents, se retrouvent à faire des morts. Tout part de la sensibilisation. C'est vrai que l'État s'est doté de textes réglementaires de sorte à pouvoir amener à la sensibilisation, et au cas où les gens n'écoutent pas, il faut aussi faire de la répression. Donc je pense que ce sont ces deux leviers essentiels-là qui ont amené à cette baisse. Et aussi nous avons, comment on appelle ça, intégré un nouveau système de formation de sorte à ce que le candidat au permis de conduire soit formé convenablement. Ce sont ces actions que nous avons pu mettre sur pied qui ont amené à cette baisse drastique. 95% des accidents sont du fait de l'homme. 95%. L'imprudence?
l'imprudence, l'excès de vitesse, tout revient à l'homme. Après, vous avez à peu près 3% pour le matériel et puis 2% pour l'état des routes. Le ministre des Transports a souhaité qu'on puisse demander aux transporteurs, aux conducteurs, nous sommes en période de fête, d'être prudents, de penser à toutes ces familles qui ont été endeuillées par l'imprudence des conducteurs. Intéressons-nous à présent au quartier des 220 logements dans la commune d'Adjamé, un quartier qui se refait une toilette depuis quelques mois. Les 5 tours qui faisaient par le passé la fierté des habitants retrouvent des couleurs. Opération de ravalement des façades, lutte contre le désordre urbain, campagne de salubrité. Les riverains, avec le soutien des autorités, se battent pour retrouver cette coquette cité. Mais la tâche n'est pas de tout repos. Adjamé, 220 logements, une cité en quête de renouveau. Un sujet signé Serge Coléa. Il y a quelques années, les 220 logements représentaient la vitrine de la commune d'Adjamé. À cette époque, les bâtiments avaient fière allure, le cadre de vie faisait rêver et ce quartier rivalisait avec les zones huppées d'Abidjan. Avant, c'était le quartier que tout le monde voudrait habiter. C'était le quartier chic. C'était bien entretenu et tout marchait très bien. Il y avait des ministres qui habitaient ici. M. Floco habitait au Mistral ici. En ce moment, c'était la CICOSI qui gérait les ascenseurs. On n'avait pas de problème d'ascenseur. Au milieu des années 90, ce charme sera brutalement rompu. Pendant des années, le grand 220 logements tombe en décrépitude. La belle cité d'autrefois baigne dans une précarité. Nous sommes un peu phagocytés par le commerce et les activités au 220 qui n'étaient pas là de notre enfance. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas d'espace même de jeu. Ici, comme à l'intérieur du quartier, des maquis, des fumoirs, d'ici jusqu'à Grand Bloc, il y a un nid là-bas qui les gens quittaient, bon, en haut là, je ne vais pas citer le quartier, pour venir fumer la drogue là-bas. Même les passants ici, à un certain moment là, on les agresse. Les autres mamans qui sortent vite pour aller au marché, on les agresse. Tous les efforts déployés restent vains. Après une longue disette, les autorités volent au secours des habitants. Je fais un coucou à notre chef de l'État, président de la République, parce qu'on a fait 10 ans ici sans ascenseur. À l'occasion de la Coupe d'Afrique qu'on a fait là, le président a payé l'ascenseur neuf pour remplacer notre ascenseur. Tous les 5 tours là ont eu des ascenseurs neufs. Le président a payé 1 an de garantie. Quand il y a panne, c'est la société qui a monté qui vient. Mais ça, de là, est fini. Maintenant, quand il y a panne, c'est nous-mêmes qui cotisons par rapport aux résidents pour faire. Mais ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas savoir quand on nous a mis les ascenseurs, la joie que ça nous a procuré. J'étais très content. Dans la foulée, une opération de ravalement des façades, doublée d'une campagne de sensibilisation à la salubrité, redonne des couleurs. Les 5 tours renaissent. Réunis en collectif, les syndicats ont la responsabilité cette fois de veiller à l'entretien. Il faut payer les factures des ascenseurs. Aujourd'hui, l'ascenseur de la tour que je gère est en panne depuis 4 à 5 mois. Je suis jusqu'au 11e. Je ne vous dis pas ce que ça fait. Moi-même, j'ai fait AVC. Mais tous les jours, ça fait au moins 2-3 mois. Je prends les escaliers difficilement. Donc vraiment, ce n'est pas facile de monter au 11e tous les jours. Descendre même, ce n'est pas facile. Après votre raisonnement, vous voyez comment je respire, non? Bon, dans ça, il y a d'autres qui payent, d'autres ne payent pas aussi. On a tellement de problèmes pour les ascenseurs, vraiment. Et ils n'ont qu'à nous aider. Pour améliorer son cadre de vie et son environnement, les 220 logements bénéficient de l'opération de lutte contre le désordre urbain initiée par le gouverneur du district d'Abidjan. Ce bâtiment a souffert des bruits de musique nocturne. Même en pleine journée, c'était difficile pour nous de dormir. Tous ces bruits de baka qui nous réveillent très tôt le matin. À 4 h du matin déjà, il faut être réveillé parce que les gens cherchent leurs clients et tout. Ça devenait vraiment dangereux pour les riverains. Et donc depuis que le district a commencé à mener ces opérations-là, vraiment, depuis le bas-fond des 220, tous les fumeurs ont été détruits. Là, franchement, nous félicitons le district pour ça. Nous souhaiterions que l'action maintenant soit menée dans la cité même pour débarrasser quelques poches. Par rapport à ce que nous avons entendu au niveau du district, le cas sera amélioré, le cas sera refait
et qu'on va vivre comme si on était dans les 220 de 1960. Aujourd'hui, les riverains ont espoir de retrouver le prestige des 220 logements. C'est le défi actuel des gestionnaires de cette cité à la recherche de son passé. Dans l'actualité nationale également, ouverte en octobre 2021, l'Université polytechnique de San Pedro célèbre ses premiers étudiants diplômés du premier cycle du système LMD au nombre de 198. La remise de parchemin a eu lieu hier samedi à l'occasion de la première cérémonie de collation de grade en présence des ministres Adama Diawara et Bruno Nabanye-Kone, compte rendu Sam Kounan. Jour exceptionnel et mémorable pour ces 198 étudiants de l'Université polytechnique de San Pedro. En présence des parents et du personnel enseignant, ils reçoivent des mains des ministres Adama Diawara et Bruno Nabanye-Kone leur parchemin, faisant d'eux les premiers étudiants diplômés du premier cycle du système LMD en licence professionnelle et académique. Ce diplôme est bien plus qu'un document. Il est la preuve tangible de nos efforts et de notre résilience face aux exigences de notre parcours universitaire. Notre institution se veut une université modèle qui s'inscrit résolument dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est celle de proposer des offres de formation qui répondent efficacement à la problématique de l'adéquation formation-emploi. Les ministres Bruno Nabanye-Kone et Adama Diawara, respectivement patron et président de cette cérémonie de collation de grade, félicitent les premiers étudiants diplômés qui devront être les ambassadeurs de l'Université de San Pedro. Cette première promotion est une victoire, non seulement pour l'enseignement supérieur, mais également pour l'avenir de notre cher pays, pour le développement de notre pays. Ceux qui viennent d'avoir leur parchemin, c'est très bien, bravo à vous. Mais dites-vous que ce n'est que la fin d'un cycle. Maintenant, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau challenge qui vous attend, c'est le marché de l'emploi. Il faut monter très haut le drapeau de l'Université de San Pedro. Les meilleurs étudiants ont été récompensés au cours de cette cérémonie et les personnalités qui ont contribué à l'ouverture de l'Université de San Pedro ont reçu chacune une distinction. Restons dans le domaine de l'éducation pour dire que le collège moderne d'Anho Paulin-Claude d'Atekoubé a organisé récemment une cérémonie pour accueillir les nouveaux élèves de la 6e au titre de l'année scolaire 2024-2025. Croire en ses capacités pour bâtir un avenir brillant est le thème retenu à cette occasion. Ange Parfaite Awa, Grâce Kando. Le collège moderne d'Anho Paulin-Claude d'Atekoubé, cité Fermont, accueille pour cette rentrée scolaire 2024-2025 396 nouveaux élèves affectés en 6e. Ces nouveaux venus ont été entretenus autour du thème « Croire en ses capacités pour bâtir un avenir brillant ». L'accompagnement éclairé du maire d'Anho Paulin-Claude a su répondre efficacement à nos besoins en infrastructure, en équipement, en personnel, renforçant ainsi les conditions d'apprentissage de nos élèves de sorte à faire de nous des citoyens responsables pour une école de qualité. Parrain de la cérémonie, le député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin-Claude d'Anho, a traduit sa gratitude aux parents d'élèves et au corps enseignant. Parents, nous devons nous préoccuper de ce qu'ils font le matin, de ce qu'ils font à midi et de ce qu'ils font le soir. Nous ne devons pas abandonner les enfants entre les mains des autres. Les élèves, suivez les traces de vos enseignants. Suivez le parcours indiqué par vos parents et faites en sorte qu'en croyant en vos capacités, vous puissiez construire un avenir radieux pour vous-même, mais un avenir radieux pour Atekoubé et pourquoi pas demain, un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal d'Atekoubé compte s'investir dans l'éducation des élèves de la commune afin d'enregistrer de meilleurs résultats en fin d'année scolaire.
Au chapitre politique, le Palais des Sports de Treichville a refusé du monde ce dimanche. Et pour cause, la jeunesse proche du RHDP, venue des 4 coins du pays, y a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour son leadership au service d'une Côte d'Ivoire qui se modernise au fil des années. Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, a salué la tenue de ce rassemblement avant d'inviter les jeunes à rester mobilisés pour les échéances électorales de 2025. Reportage Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. C'est cette atmosphère électrique qui nous a été donnée de vivre cet après-midi au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire émergente et de jour en jour plus paisible, est salué et célébré avec ferveur. Si notre pays a retrouvé la paix après une décennie de crise et de division, c'est grâce à qui? Si aujourd'hui nous vivons dans une nation unie, où les différences ethniques et religieuses ne sont plus une source de conflit, c'est grâce à qui? Alassane Ouattara a été de tous les combats de la Côte d'Ivoire. Il était toujours courageux, il était toujours là, quand ça n'allait pas et quand ça va aujourd'hui. Dans quelques mois, nous irons à l'élection présidentielle. 2025 est bouclé. Chaque jour, on doit célébrer la démocratie. Chaque jour, on doit célébrer l'état de droit. Chaque jour, on doit faire en sorte que ce qui arrive autour de nous ne puisse pas arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le SMIC a été doublé. Aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires qui était bloqué depuis plus de 25 ans a été débloqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, conscients de tout ce qui a été fait pour eux, demandent à travers tout le pays que le président de la République accepte d'être candidat en octobre 2025. Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, exhorte les jeunes à rester mobilisés. Ils ont traversé le pays. Ils sont venus de toutes les régions pour assister à ce meeting. Ils ont vu la Côte d'Ivoire, comment elle se transforme. Et c'est pour eux qu'Alassane Ouattara fait tout cela. Qu'ils aient de quoi vivre et qu'ils soient fiers de leur pays. Je voudrais les inviter à s'investir désormais. Qu'ils considèrent qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont en campagne. Quelques actions au niveau de la réalisation des infrastructures ont été révisitées à partir d'une projection de film. Place à présent au tour de l'actualité internationale avec Amidi Rassouba. Sous le coup d'une enquête pour rébellion, le président coréen Yoon Song-yeol s'est vu imposer une interdiction de quitter le territoire par le ministère de la Justice. Son parti, le PPP, qui a fait échouer une motion de destitution déposée contre le président sud-coréen, est accusé d'organiser un deuxième coup d'État. Les avions de chasse français qui, par le passé, sont souvent intervenus en appui au pouvoir tchadien, ont quitté N'Djamena, la capitale tchadienne. C'est la première étape du retrait historique de l'armée française au Tchad, après plus de 60 ans de coopération militaire. La FIFA a officialisé le déroulement de la Coupe du Monde 2030 à travers 3 continents et 6 pays. L'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. À un peu plus d'un mois de la fin de son mandat, le président américain Joe Biden veut donner des secondes chances. Il a accordé 39 grâce à des personnes qui ont fait preuve d'une réhabilitation réussie et commué la peine à près de 1500 personnes purgeant de longues peines de prison. Emmanuel Macron a nommé au poste de Premier ministre François Bayrou. Il succède à Michel Barnier. Il parvient à 73 ans à occuper le premier rôle du gouvernement, aux côtés du président qu'il avait aidé à accéder à l'Élysée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunit pour un sommet ordinaire à Abuja, avec à l'ordre du jour les questions sécuritaires et le départ des juntes militaires de l'organisation.
Le pape François est arrivé à Ajaccio, capitale de la Corse, pour une visite marathon. Colloque et messe en plein air avant un entretien avec le président Emmanuel Macron. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne nuit à tous.